Nous commençons notre dernier chapitre de géologie avec la dynamique des zones de convergence. Alors dans ce chapitre, nous allons évoquer ce que devient la lithosphère océanique au niveau d'une zone de subduction, comment expliquer le magmatisme qui jalonne ces zones et enfin ce qu'il se passe lorsque deux lithosphères continentales s'affrontent. En effet, nous commençons par grand 1, les zones de subduction, et nous allons définir très simplement pour le moment les zones de subduction comme une zone de convergence de deux plaques lithosphériques qui mettent en jeu deux lithosphères océaniques, ou alors une lithosphère océanique et l'autre continentale. Nous traiterons par la suite, dans une deuxième grande partie, les zones de collision qui mettent, elles, en jeu deux lithosphères continentales qui se rencontrent. Commençons donc par le grand A de cette première partie, la disparition de la lithosphère océanique qui se réalise donc au niveau de ces zones de subduction. Alors, si on reprend ce que l'on vient de dire, vous avez la carte ici du fond des océans, nous sommes au niveau de l'océan Pacifique, et nous avons la dorsale Est-Pacifique ici, avec les mouvements d'extension, et nous avons donc deux plaques, puisque je rappelle que la dorsale constitue une frontière de plaques, deux plaques qui s'écartent à partir de la dorsale, et qui vont aller entrer en confrontation avec, d'une part, ici au niveau de la cordillère des Andes, nous avons la plaque de Nazca qui rentre en confrontation avec la plaque sud-américaine. Nous sommes dans une subduction océan-continent. Et de l'autre côté ici, nous avons la plaque Pacifique qui va entrer en confrontation avec la plaque des Philippines, et nous avons donc une subduction ici océanique. Commençons donc par des généralités sur les zones de subduction. Si on trace un profil topographique avec le logiciel sismologue, on s'aperçoit que la fosse est présente, suivie d'un fort relief qui peut être soit ici continental ou soit océanique. Donc, caractéristiques topographiques d'une zone de subduction, une fosse au niveau des reliefs sous-marins, très profonde, et un relief émergé positif, soit une chaîne de montagnes et de volcans, soit un arc volcanique insulaire. Si on s'intéresse maintenant toujours à cette même zone, qui est la zone justement entre la plaque de Nazca et la plaque sud-américaine, on est au niveau de la cordillère des Andes, mais cette fois on s'y intéresse en profondeur, eh bien on constate, en affichant les foyers sismiques, on constate que les foyers sismiques s'enfoncent à l'intérieur de la Terre, jusqu'à une très grande profondeur, environ 700 km. Ces foyers sismiques sont alignés le long d'un plan que l'on appelle le plan de Wadati-Benioff. On l'avait déjà évoqué dans un chapitre précédent. Donc, deuxième caractéristique sismique, des foyers alignés le long d'un plan qui matérialise la plaque plongeante, plan de Wadati-Benioff, et des foyers qui descendent jusqu'à une profondeur d'environ 700 km. Si ensuite on s'intéresse à la chaleur des zones de subduction. Alors, d'une part, nous avons ici un document de tomographie sismique avec les anomalies de vitesse des ondes sismiques, anomalies négatives de vitesse, donc la vitesse des ondes est plus lente
que la normale, ou anomalie positive, la vitesse des ondes est plus rapide que la normale. On rappelle que l'on peut corréler ces anomalies de vitesse à des températures. Lorsque les ondes vont plus vite, c'est qu'elles traversent un matériau froid, alors que lorsque les ondes vont plus lentement, c'est qu'elles traversent un matériau chaud. La coupe réalisée ici est toujours située au même endroit, entre la plaque de Nazca et la plaque sud-américaine avec la cordillère des Andes qui est ici. Qu'est-ce que l'on constate? On constate deux zones bien distinctes. Une zone où les ondes sont accélérées le long d'un plan que l'on peut matérialiser, comme je le fais là avec la souris. La vitesse est accélérée, donc c'est une zone froide qui correspond à la lithosphère plongeante. Et nous avons deux zones plus chaudes. L'une qui se situe sous la lithosphère plongeante, c'est donc l'asténosphère. Et nous avons une zone ici particulière où les ondes sont ralenties, donc qui est une zone chaude, dont nous parlerons dans notre chapitre, puisque cette zone est responsable du volcanisme qui est présent en surface au niveau des chaînes de montagnes ou de l'arc insulaire. Enfin, on peut s'intéresser au flux géothermique des zones de subduction. Donc je rappelle que le flux géothermique, c'est la quantité de chaleur émise par la Terre. Et nous avions déjà vu rapidement dans un chapitre précédent qu'au niveau d'une fosse, on avait un flux mixte qui était... au niveau d'une zone de subduction, on avait un flux mixte qui était plus faible que la moyenne au niveau de la fosse et qui ensuite augmentait au niveau de l'arc insulaire ou au niveau de la chaîne de montagnes et de volcans. Voilà, donc je vous laisse, pour mes élèves en tout cas, noter ce bilan qui rappelle les caractéristiques générales d'une zone de subduction. Nous n'avons pas abordé dans cette partie le magmatisme des zones de subduction, puisque cela consistera en la prochaine partie que nous développerons davantage. Une fois que ce bilan est noté, vous pouvez commencer à préparer ce schéma sur une grande feuille. Donc là, il y a simplement les éléments que nous venons de voir, la topographie avec la fosse, la croûte océanique et le manteau lithosphérique, donc qui constitue la lithosphère qui plonge. On est au niveau de la zone de subduction. La lithosphère est limitée de l'asténosphère par l'isotherme 1300 degrés. Et nous sommes ici, j'ai choisi de garder le même exemple, nous sommes ici au niveau de la cordillère des Andes que j'ai schématisé par un relief comme ceci. Voilà, ce schéma sera complété au cours du chapitre avec les informations, notamment sur le magmatisme et la formation des magmas au niveau des zones de subduction.